Au cours du XIIe siècle, sur le modèle initié par Philippe Auguste, les architectes médiévaux privilégient donc la tour ronde plutôt que la tour carrée. Murs à créneaux et courtines, chemins de ronde courant sur les murailles, porteries munies de herses et autres grilles en fer et bois, corps de garde solidement plantés à l'entrée et défendant l'accès principal, trouées d'archères dans les tours ou les murs, tours flanquées aux angles des remparts, et présence d'un donjon qui supplante peu à peu les tours quadrangulaires massives, puis qui disparaîtra au cours du XIIIe siècle, le seigneur s'installant volontiers dans un édifice construit dans la cour intérieure. Si cette standardisation de l'architecture des châteaux forts va durer près de 2 siècles, elle se heurtera vite au développement des engins de jet dévastateurs, puis de l'artillerie. L'architecture devra donc s'adapter une nouvelle fois et adopter des formes encore plus défensives. D'ici là, les tours standardisées par le pouvoir royal équiperont l'ensemble des nouvelles fortifications. Au cours du XIIe siècle, sur le modèle initié par Philippe Auguste, les architectes médiévaux privilégient donc la tour ronde plutôt que la tour carrée. Car les projectiles d'engins de siège, dont les plans ont été rapportés par les croisés, ricochent plus facilement à sa surface. Les croisades, et de façon plus générale les échanges avec l'Orient, ont eu une influence considérable dans la construction des châteaux à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, puisque les ingénieurs militaires rivalisaient d'imagination pour trouver des nouvelles techniques d'attaque et de défense des places. Donc on redécouvre des gros engins de tir gréco-romains, comme l'arbalète géante, les trébuchets, donc des engins à contrepoids. Capable de propulser des blocs de pierre de plus de 100 kg contre les murailles et les tours des châteaux, cet engin de siège impressionnant pêche toutefois par son peu de maniabilité et la lenteur de sa cadence de tir. Le trébuchet est aussi un engin représentatif de la guerre biologique médiévale. De la même façon que les défenseurs jetaient depuis les hours en bois immondices et excréments sur la tête des assaillants, les tirs de trébuchet auraient été utilisés pour projeter des entrailles d'animaux et des cadavres infectés à l'intérieur du château assiégé, dans l'espoir de contaminer sa garnison. Quelle que soit leur taille, leur système de contrepoids ou de jet, tous ces engins nécessitent de mobiliser un nombre conséquent d'hommes pour les manipuler. Il faut aussi les connaissances suffisantes pour les fabriquer et surtout les deniers pour les acquérir. Les plus gros engins de siège ne sont donc pas à la portée des petits seigneurs, souvent appauvris à leur retour des diverses croisades. Donc il y a un effort pour attaquer les places fortes. Et puis en contrepartie, évidemment, il y a un effort pour les défendre. On épaissit les murs, on crée des nouveaux organes de défense, des chemins de ronde avec des machicoulis, des dispositifs pour pouvoir jeter des projectiles à la tête des assaillants et qu'on retrouve dans quelques châteaux au XIIe siècle en Occident, comme Château-Gaillard, mais qu'on voit seulement se développer après, à la fin du XIVe siècle. La citadelle de Château-Gaillard en Normandie, réputée imprenable, a été la fierté de Richard Cœur de Lion. Le souverain anglais a accompli l'exploit de la faire bâtir en 2 ans seulement. Elle constitue l'ultime verrou destiné à stopper la marche de Philippe Auguste vers Rouen. Il lui faudra d'ailleurs attendre la fin d'un très long siège, au printemps 1204, pour réussir à s'en emparer. Car Château-Gaillard possède très tôt les attributs les plus efficaces d'une défense dite active. L'idée, c'est qu'il faut que ça résiste. Donc le fait déjà, par exemple à Château-Gaillard, de remplacer les hours en bois par des machicoulis en pierre, ce qui était à l'époque une innovation en Occident, c'était très nouveau de faire ça. Il y avait des machicoulis en pierre en haut de la tour sur des grandes arcades. Et les murs étaient plus épais surtout. Donc les murs de Château-Gaillard, par exemple, sont très épais. Il y a une grosse résistance mécanique à l'impact balistique. Et l'éperon avait pour vocation, en cas de tir balistique, de ne pas donner prise. C'est-à-dire qu'une pointe, ça permet de chasser le projectile. Et les petits festons, les formes festonnées, c'est pareil. C'était pour opposer à un tir balistique quelque chose qui puisse faire ricocher le projectile.
donc avoir un moindre impact. Donc là, c'est vraiment une réponse, l'épaississement et les formes. Au XIIe et XIIIe siècle, le simple retranchement ne suffit plus. Avec l'architecture philippienne, la défense devient active. Le château fort peut désormais protéger l'ensemble des terres qui l'entourent, car les hommes postés sur son chemin de ronde ou embusqués dans son corps de garde peuvent défendre activement l'édifice grâce aux nouveaux dispositifs défensifs ménagés dans les tours et les murailles, et à leur capacité de déplacement sur les courtines. Les progrès dans l'art de construire ont rendu les fortifications encore plus solides et difficiles à approcher. Au cours du XIIIe siècle, les hourds de bois, vulnérables au feu, disparaissent peu à peu pour être remplacés par des constructions en encorbellement. Les bretèches, un petit avant-corps rectangulaire ou à pans coupés, et les machicoulis, une galerie de pierre courant sur le sommet des courtines. Et pour mieux protéger l'enceinte, on utilise à partir du milieu du XIIe siècle les tours comme postes de tir. L'élément fondamental de la défense active, c'est la tour à archère. Dans une tour semi-circulaire, vous percez aussi des archères de flanc et une archère frontale, mais à l'étage au-dessus, on ne les perce pas au même endroit. Ainsi, vous avez une couverture des angles de tir qui laisse pratiquement pas de l'angle mort parce que la superposition des tirs à différents niveaux, en éventail, permet à l'archer de défendre à peu près tous les angles de vue depuis la tour, d'une façon active. C'est inventé, ou du moins c'est vraiment mis en place à partir du dernier tiers du XIIe siècle, et Philippe Auguste va le systématiser, il va en faire un système. Les progrès sont tels que la forteresse peut désormais être édifiée en plaine sur des terrains plats et découverts. L'architecture philippienne va influencer les souverains anglais pendant plusieurs siècles. Le château de Douvres, situé sur les côtes britanniques, assure la défense du port le plus proche de la France. Henri II Plantagenet le fait considérablement agrandir entre 1179 et 1188 en lui adjoignant un splendide donjon-palais. Dans l'est de l'Angleterre, le château de Baudiam, construit en 1385 en pleine guerre de Cent Ans, reprend les archétypes des forteresses françaises. Il est établi sur une base carrée, mais ne possède pas de tour maîtresse. Ajout, perfectionnement ou véritable création, les principes de fortification de l'architecture initiés par Philippe Auguste évoluent encore avec ses successeurs. Son fils Louis VIII et son petit-fils Louis IX, qui n'auront de cesse d'agrandir le domaine royal. Louis IX, ou Saint-Louis, qui a eu à batailler, notamment dans le sud de la France, contre le comte de Toulouse. Il a fait construire des châteaux, des places, qui sont devenus finalement des lieux d'exercice, de contrôle de l'autorité royale.